Donc, on va passer à la deuxième session. Donc, je voudrais tout d'abord remercier le comité scientifique et les organisateurs de cette journée de m'avoir invité et de surtout choisir un thème très important qui est le tabac. Donc, ça a été très bien dit sur la séance précédente. Donc, le tabagisme est un fléau sur le plan mondial qui pose un problème de prise en charge avec tous les méfaits du tabac et les conséquences derrière. Si le tabagisme actif il a eu beaucoup d'intérêt, il est actuellement très bien connu, notamment à l'échelle du secteur médical, mais également même pour la population générale. Malheureusement, le tabagisme actif, qui a beaucoup d'effets secondaires derrière, il n'est pas aussi bien connu et on voit très peu de présentations et de conférences sur le sujet. Donc, je félicite le comité scientifique d'avoir choisi justement de parler aujourd'hui du tabagisme passif. Et je les remercie également pour le choix. On ne trouvera pas mieux que Siali pour en parler. Donc, Siali Rani Avekr, c'est notre maître et à vous la parole, Siali, pour nous parler justement du tabagisme passif, aussi nocif ou pas que le tabagisme actif. Je voudrais, comme vous l'avez si bien dit, remercier la Société tunisienne des maladies respiratoires d'allergologie de m'avoir invité. Remercier vous de m'avoir introduit. Remercier les présidents ici présents. Le choix du thème est un choix important. Et puis, vous savez, le tabac, c'est un peu comme la monarchie. Vous savez, on a fait rentrer la monarchie par la grande porte. Maintenant, on veut la sortir par la petite porte. Le tabac aussi, on l'a fait rentrer par la grande porte au XVe siècle. Il a été conçu au départ non pas comme plaisir, mais comme médication pour Marie de Médicis. Et maintenant, on veut le sortir par la petite porte en considérant que c'est un fléau. Et on a mis beaucoup de temps pour le faire. Juste pour rappeler une chose concernant le tabagisme passif, vous savez, c'est Taïeb étant présent ici avec moi, il peut le confirmer. Au départ, ça ne fait pas longtemps qu'on s'intéresse à ce sujet, parce qu'au départ, même à l'hôpital de l'Ariana, quand on faisait notre staff habituel, il y avait des gens qui fumaient dans le staff. Vous êtes d'accord, Taïeb, vous vous rappelez bien? Et on disait à certains fumeurs, attention, ne fumez pas dans la salle de staff. Et puis parmi les médecins de l'Ariana à l'époque, il y avait à peine, combien? 2 ou 3 qui ne fumaient pas. L'ensemble des pneumologues de l'hôpital fumaient, même quelquefois devant les patients. Donc vous voyez, une mutation, ces mutations ont eu lieu pendant les années 80, où on a commencé à s'inquiéter pour le problème, sachant que c'est les anglo-saxons qui ont fait le plus dur du travail, parce que c'est les champions du monde de l'épidémiologie. Donc ils ont démontré, vous allez le voir, que le tabagisme passif, en fait, est aussi nocif que le tabagisme actif. Donc tabagisme passif aussi nocif, vous voyez, j'ai dessiné là à droite, à ma gauche plutôt, au fond de la diapo, le monstre qui en fait dévore les accompagnants du fumeur. Et ça, c'est une image capitale. Il faudrait comprendre que forcément aujourd'hui, je pense qu'il faut le message le plus important, faites attention quand vous êtes à côté d'un fumeur. Et puis, il y a une image qui m'inquiète le plus, c'est, je disais hier avec mon ami Hicham Aouina, c'est le temps de contamination par la fumée exhalée. On a l'impression dans les familles, quand on demande aux parents quelquefois, oui, mais il faut savoir que lui reste pendant 30 minutes contaminant. Quand il retourne dans la chambre, quand il voit l'enfant, quand il embrasse l'enfant, quand il se met à côté de sa femme. Donc, faire très attention. Il y a un délai qui est un délai assez lent de contamination par la fumée de tabac. Alors, avec le tabac, comme je l'ai mis ici, parce que je suis un peu littéraire, qui m'a cité d'ailleurs, nous sommes dans un dilemme cornélien. Vous savez que
Corneille, dans son dilemme, il y avait les Horaces et les Curiaces, et l'Horace était amoureuse d'un Curiace qui a tué son frère, donc elle ne savait plus quoi faire entre l'amour et la vengeance. Nous sommes dans le même cas. D'une part, nous sommes tous conscients du risque quand on parle dans la rue, quand on parle aux patients, quand on parle à tout le monde est conscient du risque, mais d'autre part, on a une insouciance dans le comportement. Et c'est ça ce qui fait un peu l'ambivalence, si vous voulez, de notre position par rapport à ce type de tabagisme qu'on appelle le tabagisme passif. Et s'il y a une loi qui interdit de fumer dans les lieux publics, et cette loi-là, elle ne date pas de très longtemps dans le monde, elle date des années 90, c'est parce qu'en fait, il y a une raison. Et vous allez voir, je vais montrer une petite image de cette raison. Cette raison, c'est, regardez ici, le couple, la conjointe qui se plaint passivement, j'en inhale presque autant que vous, et le mari qui répond, mais bien contente que je ne fasse pas payer la cigarette. Donc vous voyez à quel point il y a une confrontation entre la personne qui a peur du risque et l'autre qui ne conçoit pas du tout dans son inconscience ou insouciance, qui ne conçoit pas le risque. Et puis je rappelle quand même qu'il y a 4000 produits différents, 4000 produits nocifs dans le tabac. Cette image, même si on l'a dit, on l'a redit, on l'a redit, on l'a redit, il faut toujours dire aux malades qu'il y a 4000 produits. Et dans les 4000 produits, il y a les goudrons, il y a les cancérigènes, les irritants, le CO, la nicotine. Puis tout à l'heure, j'entendais parler de la nicotine comme si c'était un produit qui intéressait uniquement les centres de la récompense. Non. La nicotine formate totalement le cerveau. Le cerveau est reformaté. Et justement, dans le sevrage, il faut reformater le cerveau dans l'autre sens parce que la nicotine joue un rôle très important. C'est comme les dompteurs de cirque. Vous savez, les dompteurs de cirque, qu'est-ce qu'ils font quand ils domptent le cirque? Ils donnent toujours un bonbon à l'animal quand il termine. C'est exactement ce que fait la nicotine pour le cerveau. Et puis, je rappelle aussi cette image parce que j'ai vu certains d'entre nous partir dans le coin fumer. Voilà ce que vous fumez. Vous fumez des produits qui sont complètement mortels. C'est du poison que vous fumez. Et puis, ça n'intéresse pas le tabagisme passif que la cigarette, ça intéresse toutes les formes du tabac. Vous le voyez devant vous, et particulièrement, j'insiste particulièrement sur le narguilé, ce n'est pas un produit tout à fait inoffensif sur le plan du passif. Et puis les nouveaux arrivants, le vape et le tabac chauffé, on dira d'un petit mot d'ailleurs, pour voir quel est leur effet, parce qu'actuellement, comme l'a dit notre ami de l'Alliance tout à l'heure, il a bien souligné, Philippe Maurice et l'industrie du tabac ont toujours tendance à dévier notre regard vers les nouveaux produits. En fait, ils n'ajoutent rien du tout. Ils prennent encore plus de temps pour vendre leurs produits en attendant qu'on démontre que justement, c'est toujours nocif. Et puis, le tabagisme passif, c'est un enfumage collectif. Et cet enfumage collectif continue à se passer dans les maisons et dans les lieux de travail. Et voilà la définition. Le tabagisme passif, c'est le fait d'inhaler de manière involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Le tabagisme passif peut donc concerner l'entourage du fumeur, les personnes qu'il croise dans son quotidien, mais également le fœtus dans le ventre de la mère, et ça, c'est très, très important. Et puis, regardez ce point-là, je l'ai souligné, encadré, la fumée du tabac constitue la source la plus dangereuse de la pollution domestique. En sachant que la pollution domestique en soi est 4 fois plus importante que la pollution urbaine, parce qu'on a l'impression, quand on ferme les portes et les volets des maisons, on est protégé. Eh bien, on n'est pas du tout protégé. Il n'y a pas de plus sale que les maisons propres. Les maisons qui sont saines, c'est les maisons qui sont aérées. Donc, aérez votre maison pour éviter justement d'avoir une concentration de polluants et de tabac très important. Et voilà les courants. En fait, il y a 2 grands courants. Ça, c'est les Français qui ont fait le tertiaire, mais les Américains ne font pas ça, les Anglo-Saxons, ils gardent en fait 2 grands courants. Il y a le courant principal, c'est le courant qu'on inhale et qu'on exhale. Et le courant secondaire, que vous allez voir, qui est un courant assez nocif, mais qui n'est pas, si vous voulez, il n'a pas d'ISO, il n'est pas normalisé. Vous savez qu'actuellement, on normalise le courant primaire, c'est-à-dire principal. On le normalise parce qu'actuellement, l'industrie du tabac est tenue de savoir qu'est-ce qu'on inhale. Mais qu'est-ce que dégage la fumée du tabac sans inhalation? Ça, ce n'est pas, si vous voulez, normalisé. Et là, vous allez voir que justement, c'est cette fumée secondaire qui est la plus nocive parce qu'elle est très riche en CO. Voilà ce que disent les Américains. Il y a le mainstream smoke, c'est-à-dire celui qui était inhalé-exhalé. Il y a le side-stream smoke, celui qui est dégagé par les cigarettes. Et c'est la combinaison des deux qui fait en fait le second-hand smoke, c'est-à-dire le tabagisme passif, enfin le tabagisme de deuxième main et non pas le tabagisme de première main.
Et regardez un peu l'exposition au tabagisme passif. Regardez la somme entre travail et maison, c'est là où on passe le plus de temps. Ça dépasse quand même pratiquement les 100%. Et que vous avez aussi un tabagisme passif dans le transport, dans les lieux publics, avec les amis quand on peut se faire un petit moment, et surtout au restaurant où il n'y a pas de respect. Et l'autre jour, j'étais dans un grand restaurant de Tunis où dans la table à côté, on fumait avec absolument aucune gêne et on ne pouvait même pas se permettre de leur dire d'arrêter de fumer, en sachant que la distance que parcourt la fumée de tabac est de 20 mètres. C'est-à-dire quand vous vous mettez, je fume ici, celui qui est au fond de la salle va avoir, je ne dis pas la même dose que moi, mais il aura quand même une dose de tabac à inhaler. Et puis regardez ici en pollution, en nombre d'ouvriers quand ils sont exposés aux cancérigènes. Et regardez en haut la liste des cancérigènes et vous voyez que c'est le tabac, c'est celui qui touche le plus nombre d'ouvriers. Pour vous dire que même si vous travaillez dans une entreprise de formaldéhyde, de fumée, eh ben c'est le tabac qui prend toujours le dessus. Et là, pour montrer que si on ne réglemente pas, regardez un peu à gauche, le taux de nicotine que vous avez, si on ne réglemente pas, si on commence tous à fumer ici, regardez le taux de nicotine que vous avez, et si on réglemente, regardez le taux de nicotine, à quel point il est bas. Et puis, maintenant, les enquêtes du baromètre Euro 2000 montrent une chose importante, que 72% des non-fumeurs se plaignent de la fumée des autres. Et que 53% des fumeurs se plaignent aussi de la fumée des autres et adhèrent à la réglementation des lieux non-fumeurs. C'est-à-dire que lorsqu'on est fumeur, on est quand même gêné. Et vous voyez ici que la gêne dépend du nombre de cigarettes fumées. Moins on fume, plus on est gêné, plus on fume, plus on accepte. C'est tout à fait normal. Et puis les dangers, vous le voyez, c'est des dangers cardiovasculaires, c'est des dangers qui sont au niveau de l'induction du cancer, c'est des dangers qui sont autour des infections respiratoires, c'est des dangers de mortalité. Il y a quand même 40 000 morts recensés aux États-Unis qui sont dus au tabagisme passif, et c'est des dangers qui vont développer l'asthme et les maladies respiratoires chez l'enfant. Et voilà un peu les deux principaux risques du tabagisme passif. Chez l'adulte en dehors de la grossesse, c'est des accidents coronariens et c'est les accidents cardiaques avec un risque supérieur de 25% pour tout ce qui est coronarien et 26% pour le risque du cancer du poumon. Et d'ailleurs, ce qui explique un peu que ce taux de cancer de non-fumeurs du poumon, qui était à peine à 7% il y a 20 ans, il était à 7%, il est maintenant à 25%. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons 25% des cancers du poumon qui ne sont pas chez des personnes qui fument. Donc c'est soit le tabagisme passif, soit la pollution de l'autre côté. Et vous voyez un peu ici, pour aller jusqu'à la fin, regardez un peu les niveaux d'évidence entre cancer et tabagisme passif. Ils sont niveau A, B, c'est-à-dire des niveaux d'évidence très élevés, avec un risque qui est autour de 26%. Et puis vous voyez un peu celui qui est exposé au tabac par rapport à celui qui n'est pas exposé, en matière de probabilité de risque, il multiplie son risque de 1,41%. Pour les maladies cardiaques, ce qui est le plus important, c'est le risque de mortalité. On sait que ça donne des coronopathies, on sait que ça donne de l'hypertension, on sait que ça donne des maladies vasculaires de façon générale, de l'hypertension artérielle, mais le risque majeur en matière de maladies cardiaques, c'est le risque de mortalité. Et d'ailleurs, en matière de mortalité, hier, notre ami Hichem Aouina, qui était là, avait souligné que si quelqu'un prend une très forte dose, c'est-à-dire avec 60 ppm d'oxyde de carbone, eh bien, il risque d'avoir un accident cardiaque avec une brusque mortalité ou une soudaine mortalité. Voilà un peu chez l'enfant ce qu'il y a. Il y a la mort subite de l'enfant, on l'oublie assez souvent. Il y a bien sûr les crises d'asthme, il y a les bronchites, mais j'insiste bien sur les otites récidivantes. Assez souvent, on a des otites récidivantes chez les enfants, et on ne pose pas, pour les pédiatres, ils ne sont pas ici, on ne pose pas la question pour savoir s'il y a un fumeur à la maison. Et vous savez, l'oreille est très, très, très sensible à la fumée passive du tabac, chose qu'on ignorait. Alors, le tabagisme chez la femme enceinte, vous voyez un peu le tabagisme, le risque, c'est d'avoir la mort soudaine de l'enfant, d'avoir des infections respiratoires, d'avoir des attaques fréquentes d'asthme, d'avoir des infections de l'oreille, et ça j'insiste encore, et d'avoir la toux chronique. Et dans les toux chroniques de l'enfant, la première question qu'il faut poser avant de savoir si l'enfant est allergique, il faut demander s'il y a quelqu'un qui fume à la maison. Ça, c'est un phénomène important. Le tabagisme passif est une source de toux.
Et puis, chez la femme, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire un accouchement prématuré, un poids faible de l'enfant avec le risque de défaillance immunitaire, et puis la mort subite, bien sûr, et puis surtout, quelque chose à laquelle on ne pense pas, le déficit mental avec le déficit à l'apprentissage cognitif par la suite. Donc le fait que la femme enceinte fume pour l'enfant, il risque d'être déficient mentalement et déficient sur le plan de l'apprentissage mental et de la scolarité. Voilà, je ne vais pas relire tout ça. Avant la grossesse, vous avez vu ce qu'il y a. Pendant la grossesse, vous avez vu ce qu'il y a, essentiellement la prématurité. Et après la grossesse, vous avez vu ce qu'il y a, parce que je l'ai dit, je ne vais pas le répéter 1000 fois. Et puis, puisque les Américains font toujours les choses, voilà les statistiques américaines. 38% des enfants qui sont âgés entre 2 mois et 5 ans sont exposés, je dis bien aux États-Unis, là où les choses sont très restrictives, au tabagisme passif. Plus de 2 millions font des infections tous les ans. 530 000 font des visites non programmées pour asthme. 436 000 font des épisodes de bronchite à répétition. Et regardez le nombre de pneumonies chez l'enfant dû au tabagisme passif, 190 000. Toujours dans la même tranche d'âge. Et puis, quels sont les agents responsables? C'est, je pense, le monoxyde de carbone qui a une affinité pour l'hémoglobine matérielle 250 fois plus. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que sa durée de vie au niveau du fœtus est multipliée par 4. C'est-à-dire que quand la femme va fumer le soir, elle aura un taux de CO qui est bas le matin, mais chez le fœtus, ce taux de CO sera élevé et le fœtus sera tout le temps en hypoxie chronique. Et c'est ça ce qui explique justement les défaillances mentales. Et vous voyez, on peut mesurer le taux de CO et je vais vous donner quelques chiffres. Alors, quelques exemples. 16 cigarettes, c'est un taux de CO de 18 ppm, c'est des particules par million. 5 roulés, on les roule, c'est un taux de CO de 15, parce que quand on roule, on fume beaucoup plus. Et puis, si vous prenez 5 cigarettes par jour et vous partagez un joint, je dis bien pas fumer, partagez un joint, vous êtes à un taux de 20 ppm. Donc, si quelqu'un prend 3 joints, il risque, lui, de mourir, parce qu'il va monter à plus de 60. Et voilà la toxicité. La toxicité, c'est la viscosité et l'inflammation. Et vous savez que ça donne des endodélites et des thromboses. Et donc, ils sont en constante hypoxie, ces malades. Ils sont ce qu'on appelle en hypoxie de charge. Alors, l'autre agent responsable, c'est la nicotine. J'insiste un peu sur la nicotine. Ce n'est pas un problème uniquement de pharmacodépendance. C'est un problème aussi de psychocomportement parce qu'il y a un reformatage du cerveau. Il y a les métaux lourds, il y a les radicaux libres, il y a toutes les substances cancérigènes qui sont derrière. Et vous voyez, dans l'asthme, je ne vais pas reprendre ce que vous savez, ça induit l'asthme, ça aggrave l'asthme et ça modifie le statut immunitaire de l'asthmatique parce que vous avez une augmentation de la production des IgE. Et puis, le risque de l'asthme chez l'enfant, vous voyez que si vous fumez une utero, chez l'enfant accepte la nicotine, le tabagisme et les produits de tabac in utero, eh ben, il a 4 fois, 5 fois plus de chances d'être asthmatique. Et c'est un asthme qui ne sera pas induit par le phénomène génétique allergénique, c'est un asthme qui sera induit par le phénomène épigénétique. Et ce sont des asthmes qui sont beaucoup plus sévères. Alors, on oublie une chose aussi, c'est la BPCO. Alors, BPCO précoce et tabagisme passif, c'est un lien indéfectible. Vous voyez BPCO, racine pédiatrique, et là, ce travail-là qui montre que chez les personnes qui sont actuellement adultes, et dont la maman a fumé ou dont la maman est exposée au tabagisme passif, eh bien, ces gens-là vont naître avec un déficit sur le plan fonctionnel à l'âge adulte, et ce déficit est différent selon que ce soit femme ou homme. Pour l'homme, c'est plutôt un enfumage en postnatal, et pour la femme, c'est plutôt un enfumage en prénatal. Alors, le tabagisme passif in utero est corrélé à un VMS altéré à l'âge de 12 ans. C'est pour ça que pour ceux qui vont parler de la BPCO précoce au cours de notre congrès national, il faudrait qu'ils s'intéressent justement, si on veut détecter la BPCO, commencer chez des enfants où les parents fument directement, qui ont été empestés de cigarettes en post ou en prénatal. Il faudrait peut-être à cet âge-là, quand ils présentent des pathologies respiratoires, demander une exploration fonctionnelle. Qu'en est-il de e-cigarettes et du tabac chauffé? Alors, je vous ai montré ce tableau pour vous dire que concernant le tabac chauffé,
il n'y a absolument aucune différence avec la cigarette. Maintenant, pour la vape, le problème, c'est que ce n'est pas chauffé, donc il n'y a pas des éléments de pyrolyse, mais on peut trouver du CO. Et comme ce n'est pas conditionné de façon uniforme et standardisée, il y a beaucoup de produits nocifs qui peuvent y passer. De toutes les façons, leur tabagisme passif pour ce qui est tabac chauffé, c'est inconditionnellement autant que le tabac. Mais pour le tabagisme non chauffé, c'est-à-dire la vape, il faut considérer que c'est à éviter, c'est ce que je vais dire maintenant, vous voyez un peu. Les niveaux de substances expirées en nicotine polluent l'air ambiant. Une étude qui a été faite sur des enfants californiens a montré que le fait d'exposer à la vape des parents va accroître les symptômes bronchiques et l'essoufflement. Et puis, par ailleurs, par précaution, il vaut mieux ne pas exposer ses proches au vapotage passif, en particulier les enfants, pour des raisons que j'ai dites là-haut, mais aussi pour des raisons de mimétisme, parce qu'en leur disant non, c'est pas grave, on peut fumer, ils peuvent, eux, commencer déjà l'apprentissage de la cigarette à travers la vape. Maintenant, pour le tabac chauffé, c'est inconditionnellement équivalent à la cigarette. Je pense qu'on ne devrait plus discuter ce problème-là. Quelqu'un qui fume la cigarette chauffée et qui expose les enfants ou l'entourage offre le même risque que s'il fumait la cigarette normale. Maintenant, le narguilé, le fameux narguilé qu'on considère comme étant pendant tout le temps le relais de la cigarette. Ça يقول لك والله ارتحت من السواقه مشيت للشيشه. فهمني قبل كان ارتحت من السواقه مشيت للنفه. تو ارتحت من السواقه مشيت للشيشه. Alors vous voyez que le narguilé, je l'ai résumé en une plaque, équivalent à la cigarette en matière de risque. Là, ça ne fait plus aucun doute. Vous voyez qu'il y a des études qui ont été faites. C'est des études 4 mois. Mais ces études 4 mois rapportent qu'il y a une augmentation du risque de cancer pulmonaire, œsogastrique, une augmentation du risque cardiovasculaire, ainsi qu'une diminution des fonctions pulmonaires. Donc, nous raconter que la fumée de la chicha n'apporte rien, ne gêne pas, il n'y a pas de risque, c'est totalement faux. C'est le message qu'il faut passer. Alors, je voulais juste montrer le coût du tabagisme passif aux États-Unis. C'est un coût faramineux. 139 billions, je dis bien billions, c'est-à-dire milliards de dollars par an. C'est énorme. Pour justement un manque de productivité et pour justement des produits de consommation de santé. Pour vous dire que c'est coûteux. On a l'impression que c'est rien, mais c'est coûteux. Des enfants qui vont consulter pour asthme, des adultes qui aggravent leur BPCO. Donc, il faut véritablement être, mais alors là, sans pitié pour ce tabagisme passif. Voyez le logo d'interdiction de fumer, si on ne fait que accorder du respect à la loi, simplement ça, je dis bien simplement ça, on pourrait ne plus parler de tabagisme passif. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et dans ma conclusion, je dis, pour des horizons sans fumée, c'est notre seule chance de survivre et de sauver la planète en même temps. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sali. Je vous rejoins sur appliquer la loi, parce que maintenant on a tendance justement à justifier et à accorder la permission à fumer à des gens qui fument de l'IQOS et du vapotage dans les lieux publics. Du coup, on se retrouve avec peut-être une fumée aussi nocive que le tabac. Voilà, je me dirige vers la salle pour voir s'il y a des questions. C'est très clair. Non, mais ce qui est malheureux, moi, c'est pas ça. C'est ce qui me dérange plus concernant l'IQOS, c'est que l'État a subventionné ce produit, il a détaxé, en fait. L'État a détaxé ce produit pour qu'il soit dans un prix équivalent à la cigarette, parce que dans la tête de ceux qui ont fait ça, et qui ont été influencés pour le faire, c'était en fait d'accorder une forme de sevrage. C'est ça ce qui m'inquiète le plus. Et quand vous rentrez à l'aéroport de Tunis, actuellement, le premier stand que vous voyez devant vous, c'est le stand de l'IQOS. Et vous voyez que l'IQOS est quelquefois un peu moins cher que certains tabacs. Et les gens sont contents de nous dire à la consultation, « Wallah, هو لاباس طبيب هاني وليت نعمل في الجديد هذايا تبارك الله. » Et là, et encore, la supercherie de Philippe Boris, c'est qu'il met dans cet IQOS un produit qui fait qu'on a du dégoût après si on prend la cigarette. Donc, il te fait encore une forme de dépendance gustative, en plus de la forme de dépendance pharmacologique.
Question, c'est Ali. Oui. Bonjour. Merci beaucoup, c'est Ali. C'est très, très clair. Je voulais vous poser une question, prendre votre avis par rapport au logo qu'on met. Interdiction de fumer. On a la cigarette classique. Faut-il ajouter vapotage, IQOS à ce logo, puisque c'est prouvé quand même que c'est aussi néfaste et nocif pour l'entourage. Donc en milieu, à l'aéroport, au café, ce qu'on veut, en général, il y a quelqu'un qui fume à côté, qui vapote à côté, et pour nous, ça va, ça marche. Alors que non. Eh bien, ta remarque est extrêmement pertinente, parce qu'actuellement, j'ai gardé le logo qui a été considéré comme accepté officiellement par l'OMS. Mais actuellement, justement, il y a une série de propositions de mettre des logos où on englobe justement toutes ces formes de tabac communes pour justement les interdire. Et en Inde, par exemple, en plus de ce logo du tabac, il y a le logo du bidis. Je ne sais pas si vous connaissez le bidis, c'est une forme de cigarette qui se fume avec des feuilles de kandou, que tu connais puisqu'on a été. Des feuilles de kandou, donc ils préparent ça avec du mauvais tabac et ils le fument. Donc en même temps, ils mettent justement le sigle de ce bidis pour rappeler aux gens, c'est pas le tabac uniquement, c'est ça. Et moi, je partage ton avis. Et actuellement, on est en train de réfléchir sur quelque chose qui ne soit pas aussi très surchargé. Ah, voilà, c'est prévu par le ministère de la Santé, tu vois. Tu as devancé. Oui. En ce qui concerne la situation actuelle dans les cafés et dans les restaurants, moi je pense qu'au niveau de la société, on peut faire, à mon avis, une action, ou bien une certaine démarche auprès du ministère de la Santé pour en fait imposer le respect de la loi dans ces lieux publics. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnes qui gèrent les restaurants. Alors ils nous disent que si la loi était bien appliquée, nous on veut bien l'appliquer, mais si nous on décide de l'appliquer alors que les autres restaurants ne font rien, on va être lésés. Donc il suffit finalement d'essayer de faire une démarche pour essayer de limiter. Je pense que c'est faisable, on peut le faire. Et puis autre chose, nous, généralement, lorsqu'on a affaire à une personne qui est en fait fumeuse, on lui dit il faut arrêter de fumer. Mais je pense que dans notre activité de tous les jours, on n'est pas en train de bien insister pour que les gens ne fument pas à l'intérieur de la maison. Bon, il est vrai qu'il sort à l'extérieur pour fumer, il rentre. Il peut être contaminant, mais c'est sûrement beaucoup moins grave que s'il a fumé dans le salon et encore moins dans sa chambre à coucher. Donc moi je pense qu'il faut aussi insister pour limiter à l'intérieur des maisons, les gens doivent éviter de fumer à l'intérieur de la maison. Oui, c'est ça. Merci. Voilà. Docteur Sonia Maalish. De toute façon, nous avons là où on a eu une faille pendant la période des 10 ans que nous avons lancé de la décade révolutionnaire. Mais je sais que pour ceux qui ont travaillé à l'époque au ministère de la Santé, et par la suite, comme l'a dit Basma tout à l'heure, il y a eu une reprise au niveau du ministère de la Santé publique suite à une demande du Premier ministère pour relancer, si tu veux, l'application de la loi. Mais c'est difficile de le faire. Alors en France, je prends l'exemple de la France. Vous savez, quand j'ai présenté le pourcentage d'exposition, vous n'avez peut-être pas, j'ai pas voulu insister, mais vous aviez 2 barres. Une barre avant la loi, une barre 5 ans après la loi. 5 ans après la loi, on avait gagné à peine 1%. Je dis bien à peine 1%. Il y a eu une résistance partout, et surtout dans les pays latins. Par exemple, en Italie, en France, il y a eu beaucoup de résistance, mais en fait, c'est l'État qui a gagné à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas relâché. On a eu ce phénomène de relâchement qui nous a coûté très cher, malheureusement. Parce que notre loi est... Et notre ami est ici pour le... Notre loi, elle a été très bien faite. On a une loi qui a été très très bien faite. Mais malheureusement, l'application a eu une faille parce qu'on s'est relâché. On s'est totalement relâché. Sonia.
Oui, merci, c'est Ali. Donc, c'était pour insister par rapport à cette notion de tabagisme passif. Actuellement, les méfaits ne sont plus à démontrer, comme vous avez très bien présenté. Et je pense que nous, on doit travailler sur ça, c'est-à-dire, on travaille sur le fumeur, nous, c'est-à-dire le risque pour le fumeur. Mais il faut insister sur le risque chez le non-fumeur. Et dans l'aide de sevrage tabagique, on peut utiliser ce risque-là pour essayer de renforcer la motivation des fumeurs pour arrêter. Et on peut, par exemple, il y a des gens qui arrêtent de fumer rien que pour protéger leur entourage. Et je suis sûre que dans notre expérience, on a vécu ça avec nos malades. Et de l'autre côté, pour les fumeurs qui arrêtent, ils ne doivent pas être exposés au tabagisme passif parce qu'ils vont courir les mêmes risques, même s'ils ont continué à fumer. Et donc, on doit travailler sur ceci également dans les consultations d'aide de sevrage tabagique. C'est bien que le fumeur arrête, mais s'il reste exposé au tabagisme passif du fait de sa profession ou à autre facteur, donc il va avoir le même risque. Et je pense que c'est des points importants qu'on doit connaître, les pneumologues. Et Jean-Paul, on a fait un travail, c'est Taïeb est là, au niveau de l'Ariana, on a fait beaucoup de travail à l'époque parce qu'on avait la Ligue nationale contre le tabac. Elle était positionnée à l'Ariana, donc on a fait beaucoup de travail. On a fait un travail qui a donné ses fruits. C'est celui d'aller dans les écoles, motiver les enfants. Et vous savez, le nombre d'enfants qui sont arrivés à arrêter de fumer leurs parents était beaucoup plus important que les médecins. Donc je partage absolument ton avis où la motivation de l'intérieur est plus importante. Mais ce qui m'embête assez souvent, et ça dans nos consultations on le voit, donc vous voyez, c'est pour ça que je dis on est dans un dilemme cornélien. Et puis on a l'impunité. Donc on a toujours cette ambivalence en nous qui dérange. Donc merci beaucoup, c'est Ali pour cette. Je voulais. Oui, je vous en prie. Je voulais juste. Je voulais parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont manqué. Donner la parole à Hichem pour voir s'il faut ajouter quelque chose parce que c'est notre. Parce que lui, comme c'est notre spécialiste, je voudrais moi aussi apprendre. Tout a été dit, si c'est Ali. C'est toujours difficile de parler juste après vous. Mais réellement, en parlant de tabagisme passif, il y a, à mon sens, un message clé. Parce que Dukhan Rahomouch Dukhan, ce n'est pas de la fumée. Parce que quand on pense fumée, on pense à des gaz. Alors qu'il y a quelques gaz qui vont former ce qu'on appelle la phase gazeuse, qui émanent et qu'on retrouve au niveau de la fumée du tabac. Mais les gros soucis, Raham, ce sont des particules. Exactement. C'est une phase particulière. Et quand on fume, les rideaux, la houège, le riham, le karaba, pendant une bonne période, c'est parce qu'il y a des particules qui vont s'incruster. La nicotine, c'est des particules. Mais les cancérigènes, c'est aussi des particules. يعني وقت اللي نفطر مع في ريستوران وناس تتكيف ces particules cancérigènes راهم باش يبداو في الصحن نتاعي. Donc vous voyez un peu la gravité de la chose, on se rend pas compte. يعني c'est pour cela, et ces particules ils vont persister pendant longtemps, et la fumée et les particules on va pouvoir les retrouver jusqu'à un rayon d'une vingtaine de mètres. يعني حتى اللي باش يتكيف الكوجين راه toute la maison sera contaminée. Donc il est peut-être temps aussi d'adapter un petit peu nos messages. Si on veut cibler surtout les jeunes et les moins jeunes, pourquoi pas, en utilisant la vérité, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pour ça qu'ils disent pas homme fumée, on dit courant. C'est un courant. On ne dit pas le terme de fumée, on préfère le terme de courant. Stream en anglais, qui veut dire presque une tempête. Donc, ce n'est pas une fumée, c'est un courant. Phase gazeuse et phase particulière. Merci beaucoup, Samhouna. Merci beaucoup.